10 000 bovins lâchés sur une terre que beaucoup disaient irrécupérable au cœur du Sahel. À première vue, l'idée semblait défier les règles prudentes du développement. Trop sec, trop fragile, trop risqué pour une intervention massive. Alors, que se passe-t-il quand un État choisit d'assumer ce pari? Et pourquoi cela change-t-il la manière dont on juge un dirigeant, y compris Ibrahim Traoré? 3 ans plus tard, l'expérience burkinabé a déplacé le débat de la morale vers la preuve, révélant ce que la pluie n'avait pas changé, mais que la gestion a commencé à retourner. Cette histoire ne parle pas seulement d'un projet environnemental atypique, ni même d'un pari politique risqué dans une région souvent décrite comme condamnée par le climat. Elle propose au lecteur un gain précis, comprendre en quelques étapes claires comment une décision locale peut produire des effets mesurables là où des décennies d'interventions standardisées ont échoué. L'enjeu est double. D'un côté, il s'agit de terres sahéliennes classées comme quasi perdues, avec des communautés dépendantes d'écosystèmes fragilisés depuis des années. De l'autre, il y a une question plus large, rarement posée frontalement. Qui décide de ce qui est possible ou non en matière de développement? Et sur quelle base empirique ces jugements reposent-ils réellement? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas cherché à promettre un miracle climatique ni une solution universelle exportable. Le pari était plus étroit mais plus exigeant, tester une hypothèse jusqu'au bout, accepter le risque politique et laisser les résultats parler avant le récit. Ce qui suit n'est donc ni une célébration ni une condamnation, mais une lecture structurée des faits, de leurs effets et de ce qu'ils révèlent. Au bout de 6 mois, un premier chiffre a contredit les prévisions dominantes. La mortalité du bétail, annoncée par certains experts étrangers au-delà de 20%, s'est stabilisée entre 6 et 8%, un niveau comparable, parfois inférieur, aux systèmes pastoraux traditionnels de la région. Cette donnée a forcé un réajustement discret des attentes, bien avant que l'opinion internationale n'y prête attention. Début 2022, le Burkina Faso se trouvait pourtant dans une situation largement documentée. 5 années consécutives de précipitations inférieures aux moyennes historiques, oscillant entre 300 et 380 mm par an. Dans plusieurs provinces du Nord, la couverture végétale était tombée sous les 20%, tandis que l'insécurité alimentaire progressait rapidement. Les réponses proposées suivaient un schéma connu. Programme pilote de reforestation, technologie importée, aide à court terme ciblant l'urgence plutôt que la structure du problème. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une autre lecture a émergé. Plutôt que de considérer la Terre comme une victime irréversible du climat, les décideurs ont commencé à la traiter comme un système perturbé par des modes de gestion inadaptés. Cette distinction, apparemment technique, a déplacé le cœur du débat. Le problème n'était plus seulement la sécheresse, mais la manière dont les sols, les animaux et les communautés interagissaient dans un contexte de stress prolongé. C'est dans ce cadre qu'a pris forme le projet dit du troupeau du désert. L'objectif n'était pas la production de viande, ni un symbole politique destiné à l'extérieur. Il s'agissait de tester, à échelle réelle, une hypothèse issue à la fois de modèles écologiques, de pâturage régénératif et de savoirs pastoraux locaux transmis sur plusieurs générations. 10 000 têtes de bétail, sélectionnées pour leur résistance à la chaleur et aux maladies, ont été introduites sur environ 120 000 hectares de terres semi-arides, avec des déplacements strictement contrôlés et des rotations fréquentes. À ce stade, peu d'observateurs s'attendaient à un résultat positif durable. Le silence médiatique de 2022 et 2023 a souvent été interprété comme le signe d'un échec en cours. Pourtant, sur le terrain, une dynamique différente s'installait lentement, loin des caméras et des récits botchis préfabriqués. Dans les zones sahéliennes concernées, le projet n'a pas été perçu comme une politique abstraite, mais comme une rupture immédiate avec des pratiques imposées de l'extérieur. Les communautés pastorales, longtemps marginalisées dans les décisions publiques, ont été placées au centre de la mise en œuvre. Des anciens ont participé à la cartographie des itinéraires de pâturage, non pas sur la base de modèles théoriques, mais à partir de leur mémoire des cycles saisonniers, des sols et des points d'eau. Pour les jeunes éleveurs, le changement a été tout aussi concret. Ils ont été formés à observer l'humidité du sol, la réponse de la végétation et la santé du bétail,
transformant des gestes hérités en données suivies dans le temps. Cette combinaison de savoir empirique et d'observation structurée a créé un premier effet mesurable, une réduction rapide des zones de surpâturage chronique, là où les troupeaux se concentraient auparavant par contrainte plutôt que par choix. Les 6 premiers mois ont pourtant été éprouvants. Les températures dépassaient régulièrement les 43 degrés et l'accès à l'eau restait précaire. Pour les critiques, ces conditions confirmaient l'idée d'un échec inévitable. Sur le terrain, elles ont surtout servi de test de résistance du modèle. Les déplacements contrôlés ont limité le stress animal, tandis que l'absence de consultants étrangers a renforcé le sentiment de responsabilité locale. Ce qui a émergé n'était pas encore une régénération visible du paysage, mais un changement de comportement. Les conflits liés au parcours de transhumance ont commencé à diminuer. Les décisions collectives ont remplacé les ajustements improvisés. En quelques mois, le projet a cessé d'être perçu comme une expérience risquée pour devenir un cadre partagé avec une conséquence simple mais décisive. Les acteurs locaux se sont appropriés le résultat attendu bien avant que celui-ci ne soit observable depuis l'extérieur. Le basculement s'est produit non pas en un instant spectaculaire, mais à travers une séquence claire, activation, montée en tension, puis effet secondaire durable. Au départ, début 2022, la décision d'introduire massivement du bétail sur des terres déjà classées comme dégradées a agi comme un déclencheur. Elle a rompu avec l'approche dominante qui privilégiait l'exclusion humaine et animale des zones fragiles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État a validé une logique inverse, utiliser le mouvement contrôlé comme outil de restauration en assumant un stress initial sur le système. La phase d'activation a été volontairement discrète. Aucun lancement médiatique, aucun label international, aucune campagne de communication. Les 10 000 bovins ont été déployés par vagues successives, avec des rotations tous les quelques jours afin d'éviter la pression prolongée sur un même sol. Cette période a concentré l'essentiel des critiques. Les observateurs extérieurs parlaient de surpâturage imminent, de pertes animales massives et de désertification accélérée. Dans les premiers mois, les conditions semblaient leur donner raison. Chaleur extrême, point d'eau rare, végétation quasi absente. La montée en tension est intervenue lorsque les premières données de suivi ont commencé à contredire ces anticipations. Les vétérinaires ont observé une mortalité inférieure aux projections alarmistes. Les sols, bien que visuellement inchangés, présentaient déjà des signes microscopiques d'évolution. Dépôts organiques réguliers, fragmentation des croûtes durcies par le piétinement, meilleure infiltration de l'eau lors des rares pluies. Ces signaux n'étaient pas encore visibles à l'œil nu, mais ils ont suffi à maintenir le dispositif en place malgré la pression politique et les doutes persistants. À mesure que 2023 avançait, les effets secondaires ont commencé à s'accumuler. Les zones de rotation, auparavant source de conflits entre communautés pastorales, sont devenues des espaces négociés collectivement. La discipline imposée au déplacement a réduit les affrontements liés à l'accès au pâturage. Dans le même temps, l'absence de consultants étrangers a renforcé un sentiment nouveau. L'échec ou la réussite n'appartiendrait qu'aux acteurs locaux. Cette responsabilisation a transformé la gestion quotidienne du projet en enjeu social autant qu'écologique. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré s'est précisé, non par des déclarations publiques, mais par une retenue stratégique. Selon des témoignages internes, il a choisi de ne pas commenter les avancées intermédiaires, estimant que la donnée devait précéder le récit. Cette posture a protégé le projet d'une récupération prématurée, tout en laissant aux administrations techniques la latitude nécessaire pour ajuster les rotations et les zones testées. La période de 2024 a marqué le passage aux répercussions visibles. Les premières graminées saisonnières sont réapparues, suivies d'arbustes indigènes considérés comme disparus localement. Les images satellites ont confirmé une augmentation progressive de la couverture végétale sans hausse parallèle des précipitations. Ce décalage a déplacé le débat. Il ne s'agissait plus de savoir si le projet survivrait, mais de comprendre pourquoi il produisait ces effets. À ce stade, la décision initiale avait enclenché une chaîne irréversible.
Ce qui avait commencé comme un pari technique est devenu un levier politique et social. Le projet ne se résumait plus à des bovins en mouvement, mais à une séquence cohérente reliant gestion, confiance et résultats mesurables. Une dynamique que même les critiques les plus prudents ne pouvaient plus ignorer. Au point de départ, la référence était claire. Des sols appauvris, une végétation autour de 20% et des parcours soumis à une pression constante sans capacité de récupération. 3 ans plus tard, les mesures ont dessiné un écart net entre cette ligne de base et la trajectoire observée, sans modification des précipitations ni apport technologique externe. Le premier indicateur concernait la matière organique des sols. À la fin de 2023, les parcelles suivies dans les zones de rotation ont montré une augmentation moyenne d'environ 11% par rapport aux zones témoins. Cette donnée est déterminante car elle signale le retour de la vie microbienne indispensable à la rétention de nutriments et à la structure du sol. En termes simples, le sol recommençait à fonctionner comme un milieu vivant plutôt que comme une surface inerte. Ce changement, invisible à l'œil nu, expliquait pourquoi les rares pluies ne disparaissaient plus immédiatement par évaporation. Le deuxième indicateur portait sur la couverture végétale. Entre 2022 et la mi-2024, celle-ci est passée d'environ 20% à près de 30% dans les zones concernées, atteignant localement des niveaux proches de 38% en 2025. Cette progression est significative dans un contexte sahélien car elle s'est produite sans augmentation des pluies annuelles, restée dans la même fourchette historique. Autrement dit, la variable climatique est restée stable, tandis que la variable de gestion a changé, ce qui renforce l'hypothèse d'un lien causal entre pâturage contrôlé et régénération progressive. Le troisième indicateur concernait l'humidité du sol. Les mesures ont montré une hausse moyenne d'environ 27% de la capacité de rétention dans les zones de rotation. Concrètement, cela signifiait que les plantes pouvaient survivre plus longtemps entre 2 épisodes de sécheresse, réduisant la mortalité végétale et allongeant la période de pâturage utile. Pour les familles arbopastorales, cet effet s'est traduit par des parcours plus courts et une moindre dépendance à la migration saisonnière. Ces chiffres ont pris une valeur particulière dans la manière dont ils ont été produits. Ils ne provenaient pas d'une expérimentation de laboratoire ni d'un projet pilote limité, mais d'un suivi continu à l'échelle du territoire, associant services vétérinaires, agents techniques et acteurs locaux. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette phase a été moins celui d'un porte-parole que d'un garant du temps long. Selon des briefings internes, il considérait que publier trop tôt aurait fragilisé la crédibilité de résultats encore partiels. Pris ensemble, ces indicateurs ont refermé une première boucle de curiosité. La question n'était plus de savoir si le projet survivrait, mais comment un ajustement de gestion pouvait produire, à paramètres climatiques constants, des effets mesurables sur des terres considérées comme perdues. La donnée ici n'a pas servi à illustrer un récit, elle l'a précédé, et c'est précisément ce décalage qui a commencé à transformer le regard porté sur l'expérience. Les objections au projet n'ont jamais disparu, même lorsque les premiers résultats sont devenus difficiles à ignorer. La critique la plus fréquente portait sur la durabilité. Selon ses opposants, les gains observés risquaient d'être temporaires, dépendant d'une discipline exceptionnelle difficile à maintenir à long terme, surtout dans un contexte d'instabilité sécuritaire et économique. Une gestion rigoureuse des rotations exige du temps, de la coordination et une capacité institutionnelle que beaucoup jugeaient fragile dans le Sahel. Un second argument mettait en cause l'évolutivité. Ce qui fonctionnait sur 120 000 hectares, avec 10 000 bovins soigneusement sélectionnés, pouvait-il être reproduit à plus grande échelle ou dans d'autres zones aux dynamiques sociales différentes ? Les critiques soulignaient que le succès apparent reposait sur des conditions spécifiques, forte implication communautaire, soutien politique clair et un suivi continu rarement disponible ailleurs. Sans ces facteurs, le modèle risquait de se transformer en simple surpâturage. Ces deux arguments méritaient d'être pris au sérieux. Ils ont d'ailleurs été discutés en interne par les équipes du projet. La réponse n'a pas consisté à nier les limites, mais à les intégrer dans l'évaluation. Sur la question de la durabilité, les données sur 3 ans ont montré une stabilisation plutôt qu'un pic isolé. La matière organique, la couverture végétale
et l'humidité du sol ont progressé de manière graduelle, sans signe de retour rapide à l'état initial. Cette lenteur relative est précisément ce qui plaide en faveur d'un processus structurel, plutôt que conjoncturel. Concernant l'évolutivité, les responsables ont reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un modèle clé en main. Le projet n'était pas conçu pour être copié mécaniquement, mais pour démontrer un principe. Dans des environnements fragiles, la gestion adaptative peut produire des résultats mesurables si elle est ancrée dans les réalités locales. Cette distinction a souvent été perdue dans les critiques externes qui cherchaient une solution universelle là où l'expérience proposait une méthode contextuelle. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré a joué un rôle indirect mais décisif. En refusant de présenter le projet comme un miracle exportable, il a limité les attentes irréalistes et protégé l'initiative d'une généralisation hâtive. Les objections n'ont pas disparu, mais elles ont changé de nature. Elles ne portaient plus sur l'impossibilité du projet, mais sur les conditions précises de sa réussite. À mi-parcours, le projet n'était plus jugé sur ses intentions, mais sur ses effets cumulés. Ce basculement est intervenu lorsque les données environnementales ont cessé d'être discutées isolément pour être reliées à des transformations sociales observables. La restauration du sol n'était plus seulement une question d'indice biologique ou de couvert végétal, mais un facteur structurant du quotidien dans les zones concernées. Ce changement de focale a modifié la lecture politique de l'expérience. Jusqu'alors, beaucoup d'analyses extérieures s'étaient concentrées sur le risque écologique. Désormais, l'attention se portait sur la manière dont une gestion différente de la terre redessinait les rapports entre communautés, institutions locales et État. Les parcours plus courts, la baisse des tensions liées à la transhumance et la stabilisation progressive des revenus ont commencé à former un ensemble cohérent. C'est à ce moment précis que la figure d'Ibrahim Traoré a pris une autre dimension, non pas comme initiateur d'un geste spectaculaire, mais comme garant d'un cadre laissant émerger ses effets sans les précipiter dans un récit politique. Cette retenue a permis au projet d'atteindre un point rarement atteint, devenir crédible avant d'être symbolique. La révélation centrale n'était donc pas que la Terre pouvait se régénérer, mais que cette régénération pouvait réorganiser silencieusement des équilibres sociaux longtemps fragilisés. À partir de là, la question n'était plus environnementale seulement, elle devenait structurelle. Pour l'État, les effets du projet se sont d'abord traduits par une réduction de pression structurelle longtemps considérée comme inévitable. La baisse des conflits liés à la transhumance a allégé la charge sécuritaire dans certaines zones du Nord, où les affrontements entre éleveurs et agriculteurs absorbaient des ressources administratives et militaires disproportionnées. En parallèle, la stabilisation progressive des terres a renforcé la cohérence des politiques publiques. La sécurité alimentaire, la gestion foncière et la stabilité locale ont cessé d'être traités comme des dossiers séparés. Dans les débats parlementaires, le projet a commencé à être cité comme référence empirique, non pour son caractère exemplaire, mais pour démontrer qu'une coordination intersectorielle pouvait produire des résultats tangibles. Pour les acteurs économiques locaux, les conséquences ont été plus directes. Les familles pastorales ont bénéficié d'une amélioration mesurable de la santé du bétail et d'une baisse des pertes, ce qui s'est traduit par une hausse des revenus moyens estimés entre 32 et 40% sur 3 ans. Cette progression n'a pas créé une richesse soudaine, mais une prévisibilité nouvelle. La capacité de planifier des dépenses, d'investir dans le stockage de l'eau ou de réparer l'habitat a modifié le rapport au risque. Les marchés locaux ont également gagné en stabilité car des parcours plus courts réduisaient les ruptures saisonnières d'approvisionnement. Pour les populations locales, l'impact s'est manifesté dans la vie quotidienne. La diminution d'environ 25% de la migration saisonnière a permis à davantage d'enfants de rester scolarisés sur des périodes plus longues. Les personnes âgées, auparavant laissées en arrière lors des déplacements prolongés, ont retrouvé une place plus stable au sein des ménages. La participation aux décisions collectives, notamment sur les calendriers de pâturage, a renforcé un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée. Ce changement, difficile à quantifier, a pourtant été l'un des plus souvent mentionnés dans les enquêtes locales. À l'échelle régionale, enfin, le projet a modifié la perception extérieure du Burkina Faso.
Des délégations techniques et académiques ont commencé à demander l'accès aux données brutes, tandis que des institutions universitaires intégraient l'expérience dans des études comparatives sur la désertification. Le pays est passé du statut de cas problématique à celui de terrain d'observation crédible. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est apparu moins comme une figure idéologique que comme le représentant d'une approche pragmatique centrée sur les résultats plutôt que sur l'alignement narratif. Ses conséquences n'ont pas résolu tous les défis. La sécheresse persistait, les marchés restaient volatiles et les enjeux sécuritaires demeuraient réels. Mais pour la première fois depuis longtemps, plusieurs niveaux d'acteurs partageaient un constat commun. La trajectoire avait changé. Et cette convergence posait une question plus large, au-delà du Burkina Faso, sur ce qui devient possible lorsque la gestion remplace l'abstraction. À partir de ce point, l'analyse ne porte plus sur ce qui a fonctionné, mais sur ce qui pourrait raisonnablement suivre si les tendances observées se maintiennent ou se dégradent. 3 scénarios se dégagent, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture conditionnels. Le scénario de base suppose la continuité sans accélération. Dans cette configuration, les pratiques de pâturage contrôlé restent limitées aux zones actuelles, avec un maintien de la discipline communautaire et des capacités institutionnelles existantes. Les gains environnementaux se stabilisent, la couverture végétale progresse lentement, et les effets sociaux, comme la réduction de la migration saisonnière, se consolident sans transformation majeure. Ce scénario ne produit pas de rupture spectaculaire, mais il ancre une nouvelle normalité, fondée sur la prévisibilité plutôt que sur la gestion de crise permanente. Le scénario optimiste repose sur une extension prudente. Si les mécanismes de suivi sont renforcés et que la coordination entre ministères se maintient, certaines pratiques pourraient être adaptées à d'autres zones aux caractéristiques comparables. Dans ce cas, les effets ne seraient pas seulement environnementaux, mais institutionnels. La politique foncière, la sécurité alimentaire et la stabilisation rurale pourraient s'aligner autour d'un même cadre opérationnel. L'enjeu central ne serait alors plus la faisabilité technique, mais la capacité à préserver l'ancrage local face à une attention internationale croissante. Le scénario défavorable, enfin, met en lumière les fragilités. Une dégradation sécuritaire accrue, une politisation excessive des résultats ou un relâchement de la gestion collective pourraient inverser certaines tendances. Dans ce cas, les gains environnementaux, encore partiels, seraient vulnérables à un retour de pratiques opportunistes ou à une pression accrue sur les sols. Ce scénario rappelle que la régénération observée n'est pas un acquis irréversible, mais un processus dépendant de choix continus. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Aucune ne repose sur un facteur externe soudain, ni augmentation des précipitations, ni innovation technologique majeure. Tout dépend de décisions de gestion, de coordination et de temps accordé aux effets lents. C'est ici que l'expérience dépasse le cas burkinabé. Elle invite à un exercice intellectuel simple mais exigeant. Si les résultats sont conditionnels, alors la responsabilité l'est aussi. La question à ce stade n'est donc pas de savoir quel scénario est le plus probable, mais lequel est implicitement choisi par les décisions prises aujourd'hui. Et cette question, bien au-delà du Sahel, concerne toute politique confrontée à des environnements fragiles. À ce stade, l'histoire cesse d'être lointaine. Elle ne concerne plus uniquement des terres sahéliennes ou des débats sur le développement en Afrique de l'Ouest. Elle renvoie à une expérience plus universelle, la manière dont des communautés vivent avec des contraintes durables et choisissent, ou non, de les organiser plutôt que de les subir. Pour un lecteur urbain, habitué à penser les crises environnementales en termes d'urgence ou de solutions technologiques, ce projet propose un déplacement inconfortable. Rien ici ne repose sur une innovation spectaculaire. Les mécanismes sont simples, parfois anciens, mais appliqués avec constance. Cela pose une question implicite. Dans combien de contextes la complexité a-t-elle servi de substitut à la responsabilité, retardant des décisions pourtant accessibles ? Pour d'autres, notamment ceux qui vivent dans des régions confrontées à la sécheresse, à l'érosion ou à la pression foncière, l'expérience burkinabé résonne différemment. Elle montre que la résilience n'est pas un état abstrait, mais une série de choix quotidiens. Rester sur place plutôt que migrer,
coordonner plutôt que concurrencer, accepter des règles communes même lorsqu'elles limitent des gains immédiats. Il y a aussi une leçon plus discrète sur le temps. Dans un monde où l'efficacité est souvent mesurée en cycles courts, le projet rappelle que certains résultats exigent d'être attendus. Le sol ne se régénère pas à l'échelle d'un trimestre, la confiance non plus. Pourtant, ce sont ces deux éléments qui conditionnent la stabilité à long terme. Ce qui interpelle le plus n'est donc pas la réussite elle-même, mais sa banalité apparente. Rien d'extraordinaire n'a été promis, rien n'a été vendu comme une solution miracle. Et c'est précisément ce dépouillement qui rend l'expérience difficile à ignorer. Pour le lecteur, la question devient personnelle, dans son propre contexte. Quels problèmes sont maintenus en état de crise, faute d'une organisation patiente et collective? Et combien de solutions ont été écartées, non parce qu'elles étaient impossibles, mais parce qu'elles semblaient trop ordinaires pour mériter l'attention? À mesure que les résultats se consolidaient, le projet a cessé d'être perçu comme une exception expérimentale pour devenir une référence opérationnelle. Une feuille de route implicite s'est dessinée, non pas sous la forme d'un modèle rigide, mais comme une séquence de décisions reproductibles sous conditions. La première étape a consisté à clarifier les rôles. L'État définissait le cadre, les règles et les zones prioritaires, tandis que les communautés locales assuraient l'exécution quotidienne et l'ajustement fin des pratiques de pâturage. La deuxième étape portait sur la mesure. Chaque indicateur, qu'il s'agisse de la santé du bétail, de l'humidité des sols ou de la couverture végétale, devait être suivi dans le temps avec des seuils clairs permettant d'intervenir avant une dégradation. Cette logique a introduit une culture du suivi continu, plus proche de la gestion adaptative que du contrôle ponctuel. Elle a également limité la tentation politique de déclarer un succès prématuré. La troisième étape concernait l'articulation institutionnelle. Les ministères auparavant cloisonnés ont été contraints de collaborer car les effets du projet traversaient les frontières administratives. Sécurité alimentaire, gestion foncière et stabilité locale se sont retrouvés liés par une même dynamique territoriale. Cette convergence a renforcé la cohérence de l'action publique sans nécessiter de réformes spectaculaires. Enfin, la dimension politique s'est imposée comme un élément structurant. Ibrahim Traoré a insisté, selon plusieurs témoignages internes, sur un principe simple. La souveraineté ne se proclame pas, elle se démontre. En laissant le temps aux données de s'accumuler avant de communiquer, il a inscrit le projet dans une temporalité rarement compatible avec les cycles politiques classiques. Cette retenue a protégé l'initiative d'une récupération hâtive et a renforcé sa crédibilité. Ainsi, la feuille de route n'indiquait pas seulement comment restaurer des terres dégradées, elle proposait une manière différente de gouverner des processus lents, où la responsabilité est distribuée, mesurée et assumée dans la durée. C'est cette dimension, plus encore que les chiffres, qui refermait une autre boucle de curiosité. Comment transformer un résultat local en capacité politique durable. Au terme de ce parcours, l'image qui reste n'est pas celle de graphiques ou de pourcentages, mais d'un mouvement lent et répété, des troupeaux avançant selon des cycles disciplinés sur une terre longtemps jugée stérile, des décisions prises collectivement, puis ajustées, sans promesse de succès immédiat. Ce motif, introduit au début comme un pari risqué, revient ici chargé d'un autre sens, la continuité. Ce retour au concret éclaire le cœur de l'expérience. Ce n'est pas la victoire sur le désert qui importe, mais la restauration d'une relation entre les personnes et leur environnement. La Terre n'a pas changé parce qu'elle a été protégée des humains, mais parce qu'elle a été gérée avec eux. Ce renversement, discret mais profond, explique pourquoi les résultats ont résisté au temps plutôt qu'à l'attention médiatique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un personnage central que comme un point d'équilibre. Son rôle n'a pas été d'incarner le projet, mais d'en absorber les risques politiques afin que d'autres puissent en porter la mise en œuvre. Cette posture, rarement spectaculaire, a permis au processus de mûrir sans être détourné par l'urgence du récit. La conclusion n'est donc ni triomphale ni définitive. Elle tient dans une idée plus simple. Lorsqu'une gouvernance accepte de s'aligner sur la réalité vécue, même les environnements les plus contraints cessent d'être des symboles d'échec, ils deviennent des terrains d'apprentissage. Et c'est peut-être cette transformation silencieuse,
plus que toute donnée chiffrée, qui constitue l'héritage le plus durable de cette expérience. À la fin, cette histoire ne demande ni adhésion immédiate, ni conclusion tranchée. Elle propose plutôt un déplacement du regard. Pendant longtemps, les récits dominants ont parlé du Sahel comme d'un espace à sauver, à corriger ou à contenir. L'expérience menée au Burkina Faso suggère autre chose. Certains territoires n'ont pas besoin d'être réinventés, mais réorganisés avec ceux qui y vivent. Ce constat dépasse largement le cadre africain. Il concerne toute société confrontée à des contraintes structurelles, qu'elles soient environnementales, sociales ou institutionnelles. La question n'est pas seulement de savoir quelles solutions existent, mais qui est jugé légitime pour les concevoir et les mettre en œuvre. À cet égard, le parcours associé à Ibrahim Traoré n'impose pas un modèle, il pose un miroir. Pour le lecteur, l'enjeu est simple et exigeant à la fois. Quelles idées ont été écartées dans votre propre contexte, parce qu'elles venaient du mauvais endroit, du mauvais niveau ou des mauvaises personnes? Combien de débats restent bloqués, non par manque de solutions, mais par des cadres mentaux hérités? Si cette histoire vous a interpellé, elle mérite d'être discutée plutôt que consommée. Partagée non comme une preuve définitive, mais comme un point de départ. Car les transformations les plus durables commencent rarement par des slogans, elles commencent par une question posée, honnêtement, et par la volonté d'écouter les réponses, même lorsqu'elles dérangent.